sauver la planète. À chaque fois que j'ai vu cet autocollant sur un pare-choc, j'ai pas pu m'empêcher de me marrer. Sauver la planète. Pourquoi faire? De quoi? De nous-mêmes? Et Dieu alors? Est-ce qu'il peut rien pour nous? Moi je crois qu'il bougera pas. Dieu nous a tout donné pour voir ce qu'on allait en faire. Des putains de rats de labo s'en seraient mieux sortis. La vie est une galère et ensuite tu crèves. Philosophie de pare-choc. Ouais, c'est ça. Au matériel informatique que nous mettons au rebut. Vous voyez ces enfants, eh bien, ils fouillent nos carcasses d'ordinateurs à la recherche de métaux à revendre. Chaque jour, des chargements entiers viennent d'Europe, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et même des États-Unis. Et dans les décharges en Occident, on ne veut pas dépenser autant d'argent pour recycler proprement ces produits. Alors on les envoie en Afrique. Panasonic, des idées pour la vie. Nous nous trouvons dans la décharge d'Agboglochi. Avant, il y avait une jolie rivière ici. Dans le passé, c'était vert, avec une très belle eau et des poissons. Notre école n'était pas très loin d'ici et nous venions jouer au football. Aujourd'hui, les jeux ont laissé place aux jeunes défavorisés qui recherchent de la ferraille. Pour quelques grammes de cuivre, des enfants de 8 ans brisent des télévisions à main nue. De ces écrans hors d'usage, Samuel a fait son gagne-pain. Je recherche le métal, comme celui-ci. Du cuivre, de l'aluminium, du laiton. Sur le marché international, ces métaux se revendent 3 à 4 fois plus cher. Les jeunes, eux, ne gagnent qu'1 ou 2 euros par jour. Rien ne se perd. Samuel racle le sol avec l'aimant d'un vieil haut-parleur pour récupérer jusqu'aux plus petites miettes de métal. Le cuivre là, je le brûle. Je le vends et ensuite, il part aux États-Unis. Une atmosphère rendue irrespirable par les fumées de combustion. Sometimes we get diseases like coffee. But sometimes some glass catch. If evening time you can sleep and you stand up. Si je viens travailler souvent, j'ai mal au ventre et parfois je crache du sang. Les jeunes de la décharge meurent à petit feu. Troubles du système nerveux, cancer, problèmes respiratoires, la liste est longue. Le métier de Sebri était de déverser du poison dans des pays misérables. Là où il y a des gros problèmes, là où la pauvreté est la pire, on va à Haïti, en Somalie, là où il y a des problèmes politiques majeurs. Et puis un jour, à Haïti, où il est venu décharger des déchets particulièrement dangereux, Sebri a vécu une scène dont il est resté prisonnier pour toujours. Il y avait des femmes et des enfants. Les gosses, ils avaient des cloques sur la peau, pleines d'eau. Et les femmes, leurs cheveux tombaient tout seuls. Des femmes qui perdaient du sang, on ne sait par quel trou. Pardonnez l'expression. L'excellente qualité du pétrole nigérian a attiré toutes les grandes compagnies pétrolières. Tous les villages du Delta ont accueilli à bras ouverts les compagnies qui apportaient avec elles travail et argent. Le maire de Bodo était loin de se douter que le pétrole deviendrait un fléau, ruinant la vie du village et ses traditions. Depuis 50 ans, les pétroliers laisseraient s'échapper dans le Delta près de 200 000 tonnes de pétrole par an, l'équivalent d'une énorme marée noire. L'eau est devenue poisseuse. Les plantes et les racines des arbres sont recouvertes d'une couche de pétrole qui les empoisonne. Victor a assisté au premier forage situé près de son village. Il a vu les puits de pétrole se multiplier au même rythme que les poissons disparaissaient. Il est le dernier pêcheur de son village. À cause de la pollution, j'ai beaucoup de mal à trouver de quoi manger. Depuis que l'eau est contaminée, les cancers de la peau ont fait leur apparition. On a aussi des problèmes économiques, sociaux et écologiques. Car le pétrole détruit toutes nos ressources naturelles. Il a aussi détruit le sens de la vie des gens. Parce que toute notre communauté dépend de cette eau. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail, car on ne peut plus pêcher ni cultiver. Je vais vous montrer l'eau
que l'on était obligé de boire. Regardez dans quel état est la source d'eau potable. On ne peut rien faire ici, ni la cuisine, ni la lessive. C'est ici que notre village se trouvait. Tout ça, c'était notre village avant. L'Afrique, c'est la poubelle de l'Europe. Ils se foutent de la santé des enfants, de l'eau que nous buvons. Tout est pollué. L'Inde, 6 millions de tonnes de déchets s'y déversent chaque année. Acier, plastique, papier. Vous vous souvenez sans doute du porte-avions Clemenceau qui devait être désossé là-bas, ou encore de la carcasse des tours du World Trade Center. De fait, les grands pays industriels et les autorités indiennes ferment les yeux. Votre ancien lecteur de DVD se trouve peut-être dans cette cave, entre les mains de travailleurs immigrés ou bien d'enfants. À force de respirer des poussières de métaux et des vapeurs toxiques, il souffre de maladies respiratoires et de saturnisme. Pas de gants, pas de lunettes, aucune protection. Ces ouvriers manipulent pourtant des déchets contenant du plomb, du mercure, parfois de l'amiante, venus du monde entier. Toute la population est exposée. L'espérance de vie ne dépasserait pas 50 ans. Et ce qui ne peut être recyclé vient polluer les rivières et les sous-sols. C'est hallucinant. Vous regardez cet océan et on dirait qu'il n'y a qu'une grande étendue d'eau. Alors que quand vous faites un prélèvement et que vous analysez ce que vous remontez, ce n'est que du plastique. Il y aurait 6 fois plus de plastique que de plancton dans un courant qui s'étend sur tout le Pacifique Nord. Courant baptisé Trash Vortex par Greenpeace, un tourbillon d'ordures. Il s'agit en fait d'une accumulation massive de déchets plastiques venus très majoritairement des activités humaines à terre. Elle est due à un phénomène de courant, c'est-à-dire qu'on est dans une zone de tourbillon, on appelle ça un vortex. Les courants convergent sur cette zone et en fait ils amènent les déchets plastiques à cet endroit-là et ils sont après en quelque sorte pris au piège. Au milieu de ce courant, une plaque de déchets de 600 000 km² s'est formée. La taille de la France. Un 6e continent, invisible au milieu de l'océan. Et ce phénomène pourrait se reproduire dans toutes les mers, tuant ainsi chaque année 300 000 animaux. Au Bangladesh, on risque sa vie pour fabriquer les vêtements vendus en Occident. Cet immeuble qui abritait des ateliers textiles qui s'est effondré. Le Rana Plaza, une usine de 7 étages, s'effondre sur ses ouvriers. 1200 au moins y meurent. Nous entrons dans les entrailles du bâtiment adjacent qui est resté debout, là où ont été déversés les gravats. Nous y découvrons, entassée, la production des ouvriers du site. Nous découvrons aussi que pour 30 € par mois, les couturières ont travaillé pour Benetton, Lee Cooper, mais également pour des marques bien connues, puisque françaises, Camailleux ou encore In Extenso. C'est la marque de vêtements du groupe Auchan. Rana Plaza, on fabriquait les produits pour Walmart, Benetton, Bon Marché, The Children's Place, Mango et Primark. H&M, premier commanditaire de vêtements au Bangladesh. Joe Fresh, la ligne de vêtements de l'Oblast, faisait faire des milliers de morceaux ici, par des employés qui gagnaient 26 cents de l'heure. Juste en face des ruines du Rana Plaza, un autre immeuble presque semblable. Ici, dans une chaleur étouffante, les ouvriers continuent de fabriquer dans les mêmes conditions qu'avant la catastrophe, des tonnes de vêtements destinés aux marchés occidentaux. Et comme au Rana Plaza, les normes de sécurité ne semblent pas respectées. Nous montons les étages et apercevons des fissures dans les murs. À l'intérieur, pas assez d'extincteurs d'incendie. Le responsable nous fait visiter. Présentement, on fait la couture de la marque George, vendue par Walmart, dit-il. Même si plusieurs usines se vantent de ne pas faire travailler les enfants, ça ne semble pas être l'entière vérité. Ici, derrière les machines à coudre, les plus jeunes couturières ont 14 ans, dit-il. C'est avec beaucoup de conviction que le responsable se vante d'offrir des prix très avantageux. Environ 80 000 problèmes de sécurité dans 1106 usines inspectées.
Ici en Occident, tout va bien. Les t-shirts produits dans ces usines remplissent les rayons des magasins et ça rapporte. Des habits que nous enfilons tous tranquillement, chaque matin. La plupart des gens aiment le chocolat. La moitié du cacao produit dans le monde est consommé par les Européens, soit 1 500 000 tonnes par an, ce qui représente 15 milliards de tablettes de chocolat. Un Allemand mange en moyenne 11 kilos de chocolat par an, un Français près de 7 kilos. Et pourtant, manger du chocolat n'est pas un plaisir aussi innocent qu'on pourrait le croire. Située dans l'ouest de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial de fèves de cacao. Toutes les grandes firmes du chocolat comme Nestlé, Cargill, ADM et Barry Callebaut sont implantées ici. Pour que nos enfants puissent manger du chocolat, d'autres enfants doivent travailler comme esclaves dans les plantations. Les garçons ont entre 12 et 14 ans, les filles 11 ou 12 ans. Certains sont munis de machettes pour détacher les cabosses des arbres. Et tous travaillent. Si on est trop lent, si on refuse de travailler, on est battu. Certains souffrent de carences alimentaires et de problèmes liés à l'emploi de pesticides. Finalement, si Nutella est aussi bon, c'est parce qu'il est bien fait. Cela prouve à tout le moins une tolérance de l'industrie du chocolat face au trafic et au travail des enfants. Car sinon, les fabricants de chocolat prendraient les mesures nécessaires. Ils effectueraient des contrôles plus sévères dans les plantations et n'achèteraient du cacao qu'aux seules exploitations dont ils seraient sûrs qu'elles n'emploient pas d'enfants. Pardon madame, est-ce que vous connaissez la campagne sur les crevettes thaïlandaises? Non? C'est des crevettes qui se retrouvent vendues dans tous nos supermarchés et qui sont nourries par du poisson pêché par des esclaves. Madame, je peux vous demander, quand vous achetez les crevettes, vous regardez les origines du produit ou dans quelles conditions ça a été produit ou... Non, je m'en fous un peu. Tout le monde apprécie ces crevettes-là. Il faudrait que tout le monde sache ce qu'il y a derrière aussi, l'envers du décor. La Thaïlande. Là-bas, des fermes d'élevage gigantesques où l'on élève jusqu'à 1 million de crevettes, des usines par centaines pour les éplucher, pour les conditionner. Une production ultra intensive pour l'un des plus gros exportateurs mondiaux. Pour nourrir ces crevettes, une armée de forçats trim, des pêcheurs réduits en esclavage. Des hommes ont été vendus et torturés sur les bateaux là-bas. Macro-père, consommez mieux. J'ai vu entre 18 et 20 personnes se faire tuer sous mes yeux. Une filière gangrénée par le trafic d'êtres humains et des multinationales. Kotoun travaillait sur un bateau de pêche. Placé là par un passeur, Kotoun ne percevait aucun salaire en échange de son travail. Rayon frais, les paysans et les pêcheurs du Sud sont exploités par nos fournisseurs pour garantir des produits au plus bas prix. Sur le premier bateau, on pêchait tous les jours. Il y avait jusqu'à 5 roulements par jour. Le travail commençait à 4 h du matin. On avait à peine le temps de manger et de dormir. Tout le monde était logé à la même enseigne. Au bout d'un an passé sur ce bateau, j'ai bien sûr pensé à m'évader. J'étais épuisé. Et surtout, je n'avais pas touché d'argent à envoyer à ma mère. Mais où j'aurais pu aller? Un jour, je suis tombé gravement malade. Je n'en pouvais plus. Le capitaine m'a fait jeter par-dessus bord. J'ai été sauvé par un petit bateau de pêche qui m'a ramené sur la côte.